Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face aujourd'hui avec Denis Robert, journaliste, plasticien, scénariste, qui a d'ailleurs révélé l'affaire Clearstream au grand public et qui est auteur aujourd'hui de ce livre, Larry et moi, comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit, et c'est aux éditions Massot. Bonjour Denis Robert. Bonjour André. Bonjour Denis. Et là, vous parlez de ce BlackRock. Effectivement, alors on connaît BlackRock, il y avait eu une incursion dans les appartements, enfin dans les bureaux de BlackRock à Paris il y a quelque temps. Mais BlackRock, c'est intéressant parce que effectivement, les gens connaissent pas. Ils connaissent les GAFA, ils connaissent les GAFAM, ils connaissent les grands empires. On connaît Soros, et encore, on le connaît pas très très bien. Et puis le Larry Fink, le patron de BlackRock, on ne le connaît. Alors, Denis Robert, présentez-nous d'abord la puissance BlackRock, parce que vous dites que c'est le plus grand fonds de pension, c'est le plus grand empire financier de la planète, d'après vous. Oui, évidemment. Et vous rappelez Clearstream, et c'est vrai que depuis mon enquête sur Clearstream, qui remonte quand même à quelques années, depuis tous les procès, etc., je ne m'étais jamais réinvesti dans une enquête lourde, dans quelque chose d'important dans cet univers-là, qui est quand même un univers compliqué à décrypter. Et là, si je me suis lancé dans cette enquête et dans ce livre sur BlackRock, c'est parce que j'avais le sentiment, mais plus que le sentiment, la certitude que le grand public et que n'était absolument pas au courant. Ça passe sous les radars des médias, on entend parfois, on voit qu'à l'Élysée, que Larry Fink est reçu par Macron, on entend parler qu'il a une influence sur la réforme sur les retraites, etc. Mais on ne mesure pas l'importance de ce monstre qu'est BlackRock. BlackRock, c'est même plus d'argent que Clearstream, c'est-à-dire que en une année, l'année 2019, entendez bien le chiffre, 31 000 milliards de dollars ont été non pas gérés, mais sont passés par les comptes de BlackRock pour intervenir sur les bourses et rentrer sur les marchés financiers. Denis Robert, 31 trillions de dollars, c'est ça? C'est ça. Et en fonds propres gérés par eux, il y a 7 800 milliards de dollars. C'est BlackRock qui a sauvé l'économie américaine il y a 6 mois et qui a cautionné des emprunts pour la Fed, la Federal Reserve américaine. Après la chute de la bourse à Wall Street, qui avait chuté de 35%, la Fed est intervenue pour sauver les sociétés américaines, et BlackRock était en arrière-plan pour dire on garantit les emprunts. Enfin, je vous le fais court, mais c'est pour vous donner la dimension de ce qu'est BlackRock. Encore en quelques mots, BlackRock est actionnaire à peu près de 4%, c'est le calcul que j'ai fait au moment où j'écrivais le livre, de tout le CAC 40 français, c'est-à-dire les 40 sociétés les plus importantes françaises appartiennent à hauteur de 4-5% à BlackRock. Et je veux dire, c'est un monstre financier qui est présent un petit peu partout. Mais alors, ce que vous appelez justement, alors, disons alors, qu'est-ce que fait BlackRock? Il recueille ses avoirs, enfin, ces sommes colossales viennent de qui et de quoi? Quelle est sa fonction? Parce qu'il faudrait l'expliquer justement. Au départ, vous avez eu raison, c'est une société de capital investissement, c'est-à-dire qu'elle prend de l'argent et elle l'investit dans les bourses. C'est ça son rôle. Il est une sorte d'intermédiaire financier, on va dire. Et quand il l'a créé il y a une douzaine d'années, il s'imagine, à mon avis, pas qu'elle va devenir aussi importante. Mais son rôle à elle, c'est d'être une sorte de conseiller financier au départ et de dire voilà, votre argent, votre épargne. Vous voulez dire pour des entrepreneurs, pour des fortunes, etc., etc. Au départ, c'est les fonds de pension américains. C'est-à-dire tous les travailleurs américains. Si vous voulez, ça naît des réformes de Reagan qui, à un moment donné, a décidé que les entreprises américaines ne devaient plus financer les retraites de leurs salariés et qu'il fallait passer par la bourse. C'est le début, on va dire, de la mondialisation financière. Et, enfin, on peut réfléchir à quand elle a démarré, mais à mon sens, elle a démarré là. Elle a démarré dans les années Reagan. Quand Reagan, évidemment pas lui-même, le vieux cow-boy, il n'avait pas l'intelligence pour imaginer tout ça, décide de privatiser en quelque sorte les retraites des Américains. Et on va se rendre compte d'ailleurs qu'au début, ça va flamber, et assez vite, c'est-à-dire qu'en quelques années, les retraités américains vont perdre 30% de leurs revenus. Et je me suis intéressé à Larry Fink et à BlackRock
à un moment très précis. C'est-à-dire, j'avais vu un documentaire sur Arte qui en parlait, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, quand j'ai vu que Larry Fink était quand même le premier industriel banquier, mais industriel, à visiter Macron après son élection, et que Macron, au sortir de l'Élysée, lui tapait la main sur l'épaule. Je me dis, tiens, il y a anguille sous roche. Voilà, anguille financière sous roche. Et c'est sans doute, quoi qu'en dise l'État macronien, c'est sans doute le plus gros lobbyiste et la plus grosse zone d'influence pour la réforme des retraites qu'on subit, enfin les tentatives de cet État qu'on subit depuis quelques années maintenant. Oui, mais alors Denis Robert, je vous arrête tout de suite par rapport à la France. Nous, on n'est pas du tout encore, en tout cas ça viendra peut-être, dans la retraite par capitalisation. Je sais, vous en parlez très bien dans votre livre, les Américains, eux, ils sont complètement dedans. Nous, ça représente vraiment des broutilles encore, enfin aujourd'hui en tout cas. Pas pour les hauts revenus. Et on voit bien que quand on analyse les discours et quand on rentre en interne, quand on interroge des gens comme je l'ai fait, en ligne de mire, on va dire, il y a ça. Évidemment, dans le discours, on ne va pas dire qu'on va prendre l'argent des retraites et le placer en bourse, mais je vous parie, je ne sais pas ce que je peux parier avec vous. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est un terme qui revient souvent, la retraite par capitalisation, etc. Mais on voit bien déjà là, dans la réforme des retraites, les revenus au-dessus de 10 000 euros par mois ne cotisent plus de la même manière qu'ils cotisaient avant à l'intérêt général et vont être placés en bourse. Donc, Larry Fink est un type, quand on gère autant d'argent que lui, on est tout de suite intéressé par les nouveaux marchés qui peuvent s'ouvrir. C'est pour ça qu'il vient en France. Il est venu, c'est une des révélations du livre, puisque j'ai relevé on va dire les compteurs de ces jets, puisqu'il a des jets privés quand il vient en France. J'ai des amis qui sont contrôleurs aériens, et il y a eu 7 voyages, voire 8, mais 7 tout sûr. De ces jets privés, lui, oui. Est venu en France. Pourquoi il vient en France? Alors, il vient en France. Macron nous dit il a investi plus de 100 milliards de dollars depuis que je suis élu président dans des sociétés du CAC 40. Très bien, d'ailleurs, on peut se demander à quoi ça sert d'avoir cet argent-là. Mais surtout, il vient là pour influencer. Il a mis à la tête de BlackRock France l'ancien PDG de Gaz de France qui s'appelle Jean-François Cirelli, qui est aussi un gros lobbyiste. C'est lui qui nous a volé la chaleur des pauvres. Je le fais court, mais Gaz de France était un joyau du service public qui assurait quand même un chauffage équitable pour tous les Français. C'est encore un service d'État que la privatisation. Alors après, on peut revenir sur l'Europe, etc. Mais cet homme-là est responsable de cette privatisation et on le retrouve à la tête de BlackRock France. Mais voilà. Denis Robert, pour revenir justement à BlackRock lui-même, parce que c'est ces sommes colossales, etc. Donc, il est parti avec les fonds de pension, avec le conseil financier, il est arrivé au fonds de pension. Et comment, en quelques années, il est devenu aussi colossal? C'est quand même assez... Vous le racontez, mais c'est fascinant, ça. La crise des subprimes de 2008 est passée par là. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, j'enquête vraiment sur qui est Larry Fink, d'où il vient. Et si vous me laissez 2 minutes, c'est intéressant par le profil du personnage, parce que c'est un personnage intéressant qui aujourd'hui passe pour un bon père de famille. Alors dans tous les papiers, dans la presse financière, on le décrit comme un type qui se lève à 6 heures du matin, qui travaille beaucoup, qui rentre le soir, embrasser sa femme avec qui il est marié depuis 40 ans, ils bouffent des pancakes ensemble, il va skier à Aspen, il a une ferme à North Salem, il collectionne l'art populaire américain. Les gourdes, tout ça. Il collectionne des gourdes et aussi les girouettes. C'est d'ailleurs un type qui collectionne des girouettes. Un type qui ne peut pas être complètement mauvais. C'est l'image qu'il veut donner, le type peinard. Mais quand on remonte son histoire, il y a un papier mais absolument destructeur qui est paru dans Vanity Fair où Larry Fink apparaît pour le type qui a la plus grosse paire de burnes, excusez-moi l'expression, de Wall Street. Et c'est un type très très violent. Au début de sa carrière, donc le fait... Alors lui, son père était marchand de chaussures, il vivait à Los Angeles, sa mère était professeure d'anglais. Et Larry fait des études de commerce et puis il monte à New York. Il est embauché par une banque qui s'appelle la First Boston. Il est trader et il va gagner énormément d'argent pendant 3-4 ans jusqu'au jour où il n'a pas su évaluer le risque sur des crédits hypothécaires, c'est-à-dire le marché de l'immobilier avant la crise des subprimes. Et là, sa banque va perdre 100 millions de dollars. Et cet instant est fatidique pour lui parce qu'il va se retrouver au placard et il va comprendre un truc avant tout le monde, c'est le calcul du risque. C'est-à-dire, il va comprendre que pour
gagner des places et être puissant sur les marchés financiers, il faut vendre à nos clients, à ses clients, aux banques, aux investisseurs, un algorithme, une intelligence artificielle qui va vous calculer le risque. Alors on peut considérer que c'est bidon ou pas, mais lui va investir avec l'argent des banquiers, c'est jamais son argent à lui, un maximum de pognon. Depuis 25 ans, il a 1 millier d'ordinateurs qui moulinent et qui récupèrent l'information de toute la planète, et il vend ce système s'appelle Aladdin. Aladdin, oui. C'est d'ailleurs le mauvais génie non seulement de Larry Fink, mais notre mauvais génie. Parce que, voilà, et donc, si vous voulez, aujourd'hui, des tas de sociétés françaises, mais des sociétés énormes comme Apple, comme BNP Paribas, comme la BCE, comme la Commission européenne récemment, font appel à BlackRock et à Aladdin pour les conseiller sur ces fameux risques. Et donc, c'est un des paradoxes, parce qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire, mais un des paradoxes, c'est que Larry Fink et BlackRock sont juges et parties. Il y a un conflit d'intérêts permanent, parce qu'ils sont à la fois conseillers et investisseurs. Parce que récemment, on a vu, à propos de Trump, des élections américaines, on a vu la puissance des GAFA, qui ont pris parti. Encore une fois, on n'a pas à juger, c'est pas le problème pour Biden, et qui ont même censuré Trump. On a vu les auditions de Jack Dorsey de Twitter, et on a vu de Mark Zuckerberg. Est-ce que Larry Fink et BlackRock, aujourd'hui, jouent un rôle politique, au sens que vous connaissez, au sens large du terme, bien sûr? Et il joue un rôle très important. C'est-à-dire, je pense que c'est lui qui, et si vous lisez le livre, si vous allez sur Internet, vous faites des recherches, vous verrez que mon propos n'est pas exagéré. C'est vraiment lui qui tient les manettes, en tout cas, de Wall Street et de la puissance financière. Et alors, quand on étudie son parcours politique, lui, il se dit démocrate, mais il a toujours soutenu Trump dans toutes les réformes qui ont libéralisé les marchés. Tout ce qu'Obama avait mis en place en termes de régulation financière, Trump l'a détruit, et Larry Fink n'est pas intervenu là-dessus. Et là, récemment, dans le casting très serré des candidats au secrétariat du Trésor américain, là on sait c'est Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, qui a récupéré le boulot, et Larry Fink est dans la shortlist. Et j'ai ouï dire, enfin quand on lit, j'ai des amis aux États-Unis avec qui je parle, que c'est plutôt lui qui a refusé le boulot pour rester à BlackRock. Parce que secrétaire d'État au Trésor, c'est prestigieux, on a son nom dans les journaux, on passe à la télé, etc. Mais c'est plus important politiquement et économiquement d'être à la tête de BlackRock, et lui ayant fondé BlackRock, on ne voyait pas très bien, en tout cas au niveau de BlackRock, qui pourrait le remplacer. C'est vraiment l'homme omnipuissant indispensable à la tête de BlackRock. Donc il est cet homme-là. Alors sur son profil aussi, il faut dire, c'est un type. Moi, donc évidemment, quand il vient en France, il est tout gentil, il serre les louches, enfin, etc. Mais c'est un libertarien pur jus qui a tenu des propos très très puissants du genre un homme ne s'épanouit dans le travail, la retraite à 70 ans. Enfin, je cite très précisément des citations de Larry Fink. Alors évidemment, il dit, quand je vais en France, je suis français, quand je vais en Italie, je bouffe des pizzas, je suis italien, quand je vais en Espagne, etc. Donc c'est une sorte de caméléon, mais qui derrière a un sens du calcul incroyable. Je cite une anecdote qui est quand même un milliardaire qui possède sa fortune. Il est classé chez Forbes, il a 17 milliards de dollars de fortune personnelle, et Carl Icahn, c'est un libertarien lui aussi. Donc les deux types sont sur un divan, ils sont en confiance, ils se connaissent. Si vous voulez, Larry Fink est le patron du back-office, donc c'est grâce à des types comme Larry Fink que Carl Icahn a fait sa fortune, quoi. Et donc, à un moment donné, Icahn prend la parole, et l'animateur, le BFM local, lui dit « Mais alors, comment vous voyez la situation financière du pays, etc. en ce moment ?» Et là, Icahn se lance dans un truc complètement inattendu. La télévision, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, il y a des moments de grâce comme ça. Vous voyez à quel point l'information transparaît à travers un échange. Et là, il dit quoi, en résumé? Oui, il dit quoi? Alors, Icahn dit la finance aujourd'hui, c'est un bus en folie
où Larry Fink est au volant et à côté de lui, il y a Janet, la patronne de la Fed, la fameuse Janet qui est devenue secrétaire d'État. Et Larry Fink prend le volant, il picole un peu, il chante. Derrière, il y a 50 types qui se pochetronnent, etc. et qui disent allez plus vite. Et le bus serpente dans une sorte de vallée sinueuse. Enfin, le type est très très insane, milliardaire. Et à un moment donné, Janet dit à Larry freine, on va avoir un accident. Et Larry dit on en a rien à foutre, on fonce, on est trop heureux, etc. Et à un moment donné, il fait une embardée et Icahn dit et le bus va tomber. Et vous savez sur quoi il va tomber? Sur un rocher noir, un Black Rock. Et à ce moment-là, ce qu'il faut voir, c'est la tête de Larry Fink, quoi. Parce que Larry Fink, à ce moment-là, à l'écran, il se dit c'est du lard ou du cochon, parce que le mec est en train de le descendre quand même. Et c'est très accablant pour lui. Alors il bafouille quelques mots, mais on n'a jamais vu Larry Fink aussi emmerdé parce que déstabilisé, un peu. Larry Fink, quand il débarque à Wall Street dans un restaurant, tout le monde fait la courbette. C'est un homme très très puissant. En France en particulier. Parce que c'est un terrain de jeu pour Larry Fink, les carottes seront cuites, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse trop de pouvoir à ces gens-là. Donc il y a cette puissance-là. Aujourd'hui, contrairement à il y a 2-3 ans, ils décident des PDG. C'est-à-dire que si Total choisit un PDG et si BlackRock et Larry Fink mettent le veto, le PDG ne sera pas nommé. C'est de ce niveau-là. On en est vraiment là, sérieusement. On en est à l'évidence là. Je donne des tas d'exemples dans mon bouquin qui sont édifiants. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à écrire là-dessus, mais j'ai essayé de condenser. Et moi, j'ai surtout essayé de réfléchir. Ce n'est pas seulement un bouquin d'enquête, c'est un bouquin où j'essaie de réfléchir où justement où on va, où ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça. Et je vous cite simplement un exemple qui quand même illustre le danger absolument imminent qui nous guette. Et je suis absolument pas ni un complotiste, vous parlez de complotisme, ni un catastrophiste. Je cite un type qui est très connu dans les milieux financiers qui s'appelle Michael Burry. Michael Burry, c'est celui le premier, qui est un médecin mathématicien, qui a dénoncé la crise des subprimes. Il a dit un an et demi avant tout le monde que le crédit hypothécaire allait flamber, etc. Aujourd'hui, il y a un an, sur une télévision américaine qui s'appelle Bloomberg, une agence, il a fait une grande déclaration, c'est la seule qu'il a faite, on peut la retrouver sur Internet, où il a dit « Faites très attention avec les produits financiers que vend BlackRock. » Ils vendent un truc qui s'appelle des ETF, des indices négociés en bourse. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ces ETF, on truque tous les chiffres de la bourse des indices sont truqués par ces ETF qui sont vendus par BlackRock. Et Michael Burry prend une métaphore, il dit l'état des boursicoteurs, des retraités, des épargnants et surtout des entreprises où BlackRock investit, qui sont à BlackRock, c'est comme un grand cinéma où il y a des milliers de téléspectateurs et il y a une toute petite porte de sortie. Et au moment où on dit tout le monde se bouscule, tout le monde se bouscule pour entrer et ça fait des catastrophes. Et Burry dit je ne sais pas quand ça va péter, mais ça va péter. Et BlackRock est évidemment d'une importance systémique. Alors BlackRock ne s'effondrera peut-être pas, mais la terre sur laquelle BlackRock s'est édifié va s'effondrer. Ça veut dire que du jour au lendemain, des millions d'épargnants, de salariés, des peuvent banques se retrouver par terre. Évidemment. Et c'est ça le danger. Parce qu'en plus, on a des gens qui sont jugés partis. Je donne un autre exemple, je ne sais pas combien de temps on a, mais il est quand même assez... Quand je vous disais tout à l'heure que BlackRock est jugé parti, je donne l'exemple de comme ils font du conseil, donc ils sont conseillers de plusieurs compagnies aériennes. Et si, par exemple, BlackRock apprend qu'une compagnie aérienne est au bord de la faillite, ça c'est sa première activité. Dans la deuxième activité d'investisseur, va-t-il utiliser l'information selon laquelle une compagnie est au bord de la faillite? Il y a un conflit d'intérêts évident là-dedans, c'est clair. Et Larry Fink dit non, il y a une muraille de Chine entre nos deux activités. Ce qu'il faut, on ne peut pas le croire sur parole. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur lui, mais ils sont devenus tellement importants, tellement puissants, qui sont too big to fail, et qu'on les emmerde pas, quoi. Si je me permettais d'apporter une pièce supplémentaire à son analyse pour ce qui concerne les retraites en France.
Oui. Quand il a parlé du risque, évidemment, des fonds de pension, etc. Moi, j'aurais rappelé que les assureurs en France, ça fait déjà longtemps, ça fait depuis les années 80, qu'ils essaient de mettre la main sur les retraites. Une fois qu'ils ont eu rempli, si vous voulez, le secteur de l'assurance vie, se sont penchés sur la protection sociale. Et ils avaient un slogan dans les années 80 qui était « Génération mini-jupe, mini-retraite », pour expliquer que tous les gens qui étaient nés en 68, ils n'auraient plus de retraite, vous voyez. Alors, à l'époque, il y avait eu le président de la CGC, la Confédération Générale des Cadres, c'était Jean-Luc Cazette, à l'époque, regretté puisqu'il est décédé. Il avait fait un édito dans le Canard syndical qui est bien sûr lu par tous les cadres notamment, parce que la CGC est fondatrice de l'AGIRC, c'est-à-dire le niveau de retraite complémentaire des revenus élevés. Il avait fait un édito dont le titre était « J'accuse ». Et il développait toute son analyse sur la volonté de piquer les retraites et notamment les complémentaires. Et il avait eu un procès de la part du patron de la Fédération des assurances, si je ne me trompe pas, c'était Denis Kessler à l'époque, et évidemment, le procès était perdu. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Cazette qui a gagné dans l'affaire. D'accord. Donc je veux dire que le risque, effectivement, sur les retraites existe et qu'il faut donc, à fond, je dirais, il faut vraiment défendre le régime de répartition parce que c'est le système français des retraites, c'est celui qui est le plus proche de la vraie vie. Il a parfaitement raison, il a cerné le problème. Et quand j'évoquais tout à l'heure les années Reagan, ça correspond à peu près à ce que lui est en train de dire. Et aujourd'hui, vous avez quand même des compagnies comme AXA ou comme le Crédit Agricole ou toutes les banques françaises sont sur le pactole des retraites et BlackRock représente environ 1% à ce jour. C'est-à-dire il y a 1% des retraités fortunés qui mettent leur argent dans BlackRock. Mais évidemment, leur ambition, c'est d'arriver à 10, 15, 20%. Et comme ils sont aussi eux-mêmes actionnaires des banques françaises, ils vont y arriver. Vous savez pourquoi ils vont y arriver? Parce qu'ils ont des produits financiers qui sont beaucoup moins chers que leurs concurrents. C'est-à-dire que quand un retraité va se dire, quand il va comprendre que l'État le lâche, il va se dire, évidemment, il va aller au moins cher. Et ils assurent un taux de rentabilité qui est supérieur aux autres. On va rentrer dans les détails, c'est trop long. Mais à long terme, évidemment, on est perdant parce qu'ils aguichent le chaland. Et si le chaland y va, c'est foutu, quoi. Je vais vous parler un petit peu de BlackRock parce que je me suis un peu amusée à regarder un peu où on les retrouve. Et on les retrouve partout, effectivement. Et on les retrouve notamment dans les laboratoires pharmaceutiques. Ils sont partout. Et en fait, ils ont un autre groupe qu'on retrouve partout. C'est le groupe Vanguard. Qu'on retrouve également partout et c'est également un gros fonds d'investissement. Absolument. Donc ils sont en train de faire comme une grosse toile d'araignée sur le monde et comme ils sont en cheville donc avec les laboratoires pharmaceutiques, ils ont tous les éléments possibles et imaginables pour savoir ce que deviennent les gens qui ont plus de 60 ans. Donc ça leur permet d'avoir des données phénoménales sur les populations et sur la santé des populations. En dernier, un petit point sur les vaccins, parce que ce qui me choque, c'est qu'on parle de plusieurs types de vaccins. Donc ça fait le lien quand même avec BlackRock, parce que ça les intéresse aussi vis-à-vis des retraites. Bien sûr. Non, mais cette dame a parfaitement raison de pointer Vanguard. Si vous voulez, il y a 3 grosses sociétés américaines qui veulent prendre l'argent des retraites. Il y a évidemment BlackRock, il y a Vanguard et il y a une 3e société de capital investissement qui s'appelle State Street. À eux 3, ils trustent tout ce marché. BlackRock, c'est 70% du marché. Vanguard 20, on va dire, et State Street 10, je schématise. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Vanguard est le plus gros actionnaire de BlackRock. C'est-à-dire que Vanguard possède 8% aujourd'hui de BlackRock. Ils sont liés. Pour vous donner un autre chiffre qui est quand même assez éloquent, BlackRock est sans doute pour ses actionnaires une des sociétés les plus rentables au monde, puisque en fonds propres, elle a 15 milliards de dollars et elle a rapporté l'année dernière 5 milliards de dollars à ses actionnaires. C'est quand même pas rien. Pas mal. Il ne faut pas mélanger les 7800 qu'elle gère, mais vous voyez, en termes de rentabilité, il y a peut-être Apple qui peut faire mieux pour ses actionnaires, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et par rapport à Big Pharma, évidemment, BlackRock comme Vanguard et State Street vont là où l'argent rapporte. Donc les grands groupes pharmaceutiques rapportent.
et les vaccins, c'est la panacée pour ces gens-là. Et BlackRock est très investi là-dedans. Et donc après, il y a tout le discours que Larry Fink peut tenir. Sur le Covid, il a dit des tas de choses, comme sur l'énergie d'ailleurs. Il fait du greenwashing à fond et en même temps, il investit à mort dans les compagnies pétrolières, Texan en particulier, parce que ça rapporte. Donc là, il fait la même chose avec les vaccins. Ils vont là où est l'argent, il y a le discours, il y a tout ce que les médias fabriquent comme image, et puis derrière, il y a les comportements financiers. Mais bien sûr, regardez toujours ça. Merci Denis Robert. Et c'est vraiment... moi qui vous remercie, André.